Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à Accès Libre, l'émission que vous propose UFPost Algérie sur ses plateformes, UFPost Algérie, Radio M, sur la plateforme YouTube et également sur la page Facebook. Accès Libre, c'est enregistré au niveau du Salon international d'Alger, au Palais des Expositions SAPEX. C'est la 24e édition qui se déroule jusqu'au 9 novembre 2019. Et dans la série d'entretiens que nous réalisons ici au Salon du Livre, nous avons le plaisir d'accueillir M. Olivier Lecourt Grand-Maison, qui est universitaire et politiste et prépare politiste et historien. Bonsoir, M. Olivier. Bonsoir. Monsieur Olivier Lecourt Grand-Maison enseigne les sciences politiques et la philosophie politique à l'université Paris-Saclay Évry-Val d'Essonne. Il est l'auteur notamment de Coloniser, exterminer sur la guerre et l'État colonial. C'est paru chez Payard en 2005. La République impériale, politique et racisme d'État chez Payard toujours en 2009. Également de l'indigénat, anatomie d'un monstre juridique, le droit colonial en Algérie et dans l'Empire français, chez La Découverte en 2019, l'Empire des hygiénistes, vivre aux colonies chez Payard en 2014. Et il y a son dernier livre qui vient de paraître chez La Découverte, Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. On va en parler durant ce débat. Monsieur Olivier Lecourt Grand-Maison, vous connaissez le salon du livre d'Alger. C'est pas la première fois que vous venez. Non, ce n'est pas la première fois. Je suis déjà venu présenter un certain nombre d'ouvrages précédents que vous avez cités, ouais. En effet. La dernière fois, c'était l'Empire des hygiénistes. La dernière fois, en effet, c'était pour la publication en Algérie de l'Empire des hygiénistes, vivre aux colonies. Et j'avais donc participé à, d'une part, la présentation de l'ouvrage et d'autre part, un certain nombre de débats relatifs aux questions coloniales, en effet. Et si on commençait brièvement à parler des hygiénistes, parce que les amis qui nous suivent, peut-être vont poser la question, c'était qui les hygiénistes ? Alors, les hygiénistes renvoient plus exactement aux médecins, spécialistes de la médecine et de l'hygiène coloniale, puisque assez rapidement, la puissance coloniale française s'est rendue compte que, notamment en Afrique équatoriale française, mais également en Afrique occidentale, se posait toute une série de problèmes d'hygiène à la fois privée et publique, notamment pour les Européens et les Français, et qu'il fallait prendre donc pour permettre la colonisation et permettre notamment l'exploitation des terres et des indigènes, mettre en place des dispositions sanitaires particulières pour tenter, sinon d'éradiquer, parce qu'à l'époque les connaissances médicales ne permettent pas de songer à cela, mais au moins de prévenir autant que possible le surgissement d'un certain nombre de maladies tropicales affectant la population européenne et qui pouvaient coûter très cher à la puissance coloniale parce que ça obligeait à rapatrier en France pour les soigner fonctionnaires coloniaux, civils et militaires et parfois même des colons donc. Vous étiez pratiquement parmi les premiers à évoquer cette question qui n'était pas très apparente dans la production notamment éditoriale. Alors il y avait des choses sur la médecine coloniale. Moi je me suis spécifiquement concentré donc sur l'ensemble des dispositifs et des dispositions qui ont été arrêtés dans l'espace impérial français. Et la mise en place aussi, je cherchais à le montrer, d'une double structure hospitalière dans l'Empire, une structure hospitalière pensée pour les Européens, l'objectif étant de faire en sorte qu'ils bénéficient de standards médicaux et sanitaires à peu près équivalents à ceux dont ils bénéficiaient en métropole, et des hôpitaux spécifiquement pour les indigènes, qu'il fallait soigner certes, mais qu'il fallait soigner principalement pour éviter le surgissement d'épidémies pouvant remettre en cause ce qu'il était convenu d'appeler à l'époque la présence française. Oui, la présence française, la présence coloniale française. Vous êtes, Olivier Lecourt Grand-Maison, au Salon du Livre pour un débat. Un débat sur l'Algérie de 1919. 1919, c'est il y a 100 ans. C'était un contexte particulier et vous allez intervenir, puisque l'émission sera diffusée après, sur le contexte international et national qui a fait qu'on comprenne qu'il y avait des revendications qui commençaient déjà à émerger à l'époque. C'était notamment à travers l'Émir Khaled. Alors, effectivement, pour comprendre le surgissement de revendications démocratiques très importantes au lendemain de la Première Guerre mondiale,
il faut revenir un peu en arrière et rappeler quelle était d'une part la condition des indigènes avant la Première Guerre mondiale. Ces indigènes n'étaient pas considérés comme des citoyens français. Cela signifie qu'ils n'ont pas le droit de vote, pas de liberté politique individuelle et collective, pas de liberté de la presse, pas de liberté d'association, entre autres, et pas de liberté de déplacement. S'ajoutent à cela des dispositions répressives qui ne sont opposables qu'aux indigènes, qui sont réunies dans ce célèbre code, au moins ici en tout cas, dit Code de l'indigénat, dont la première version date de 1875 et qui constitue un ensemble de dispositions répressives dont il faut dire tranquillement mais néanmoins fermement qu'elles sont discriminatoires et donc racistes. Les conséquences de la Première Guerre mondiale dans les colonies vont être très importantes parce que l'un des principes de légitimation pour l'ensemble des puissances européennes de la conquête coloniale était que l'Europe, supérieure du point de vue des sciences et des techniques, allait mettre cette supériorité des sciences et des techniques au service de la civilisation. Et il se trouve que la Première Guerre mondiale fait la démonstration du point de vue des puissances européennes catastrophique. D'une part, que l'Europe, contrairement à ce qu'elle cherchait à faire croire, n'est non seulement pas unie, mais divisée par un conflit extrêmement meurtrier et extrêmement destructeur. Et d'autre part, fait la démonstration que sa supériorité en matière de sciences et des techniques, là, a été mise au service de ce qu'il est convenu d'appeler la première guerre, au fond, industrielle de l'ère de l'humanité et la première guerre industrielle du XXe siècle. Les contemporains, en France notamment, au sortir de cette Première Guerre mondiale, donc extrêmement meurtrière et très destructrice du point de vue des infrastructures économiques en métropole, sont parfaitement conscients qu'en dépit de la victoire de la France, ce qui s'est effondré avec la Première Guerre mondiale, c'est notamment le prestige de l'Europe. Et plus généralement aussi en partie le prestige de la France. Et en rappelant que la France, comme grande puissance coloniale, a fait appel pour soutenir sa guerre à près d'environ 1 million d'indigènes qui ont été, quand bien même ils n'étaient pas des citoyens français, sommés de venir défendre la patrie, c'est-à-dire la France, contre, entre guillemets, son ennemi héréditaire, l'Allemagne. Ils ont été mobilisés de force. Ils ont été mobilisés, effectivement, de force pour l'essentiel d'entre eux. Au sortir de cette Première Guerre mondiale, un certain nombre de contemporains sont conscients que, eu égard à ce qui a été demandé aux indigènes, à l'impôt du sang qu'ils ont payé, il est nécessaire d'engager des réformes. Il va y avoir quelques réformes du Code de l'indigénat. Il va y avoir notamment une réforme importante qui en fait a été mise en place avant 14, qui est la possibilité pour les indigènes nord-africains et en Algérie de circuler librement entre les départements français d'Algérie et la métropole. Mais du point de vue des indigènes eux-mêmes, c'est trop peu et c'est trop tard. Et cette situation va effectivement créer des conditions politiques nouvelles et favoriser la multiplication de revendications démocratiques qui vont être entre autres portées et défendues par l'émir Khaled qui fonde le mouvement l'Iqdam et qui exige des droits et libertés fondamentaux, qui exige l'abrogation de l'ensemble des dispositions d'exception qui pèsent encore sur les indigènes, même si un certain nombre d'entre elles ont été modifiées, mais modifiées à la marge. Autrement dit, des revendications démocratiques fondamentales et qui sont perçues par les autorités coloniales et les autorités métropolitaines comme extrêmement dangereuses parce qu'ils font l'analyse, et de ce point de vue-là, ils n'ont pas complètement tort de leur point de vue, ils font l'analyse que si ces revendications démocratiques sont satisfaites, grand est le risque de voir se développer des mouvements nationalistes en Algérie et des mouvements réclamant l'indépendance de l'Algérie dans un contexte où la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est devenue une question très importante qui est à l'agenda politique à la fois d'un certain nombre d'États, disons occidentaux, mais qui est évidemment aussi à l'agenda politique désormais d'un certain nombre de courants qui luttent pour l'indépendance des colonies. Il faut évidemment rajouter à ce contexte international cet événement majeur qui est la victoire des bolcheviks en Russie, avec la victoire des bolcheviks en octobre 1917, la création de la Troisième Internationale et le fait qu'un des points de cette Troisième Internationale, qui fait partie des 21 conditions pour
adhérer à la Troisième Internationale, c'est que ceux qui s'engagent en adhérant à la Troisième Internationale s'engagent aussi à mener une lutte anticoloniale et anti-impérialiste conséquente en se battant pour effectivement le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et l'indépendance des dites colonies. La conjonction de l'ensemble fait qu'en effet, les autorités françaises, mais c'est vrai en Grande-Bretagne et ailleurs, perçoivent cette transformation, ces transformations de la conjoncture à la fois internationale et nationale comme très dangereuses. Parce que, encore une fois, c'est perçu comme un affaiblissement extrêmement important de l'autorité politique, de l'autorité militaire. C'est en fait le système colonial. Oui, les conséquences de la Première Guerre mondiale et entre autres les conséquences de la Révolution russe sont effectivement pensées par un certain nombre de gouvernements en Europe comme un point de départ extrêmement dangereux, pouvant déboucher sur la multiplication des revendications démocratiques dans les colonies et, au-delà de ces revendications démocratiques, pouvant déboucher sur des revendications réclamant désormais l'indépendance d'un certain nombre de colonies, ce qui est perçu comme effectivement une menace très importante pour l'intégrité de l'Empire et la stabilité de l'ordre colonial. Les revendications d'Emir Khaled, est-ce qu'on peut les considérer comme pratiquement le début de la conscience nationaliste, le début des revendications qui allait venir après avec Messali El-Hajj, avec d'autres mouvements? Oui, on peut les considérer comme ça, d'autant plus que par la suite, et notamment en 1924, alors il rédige des textes sous un pseudonyme, mais il est à peu près sûr qu'il est l'auteur de ces textes. Il rédige des textes qui sont publiés dans le journal L'Humanité, qui entre-temps est devenu le journal du Parti communiste français, section française de l'Internationale communiste. Et évidemment, pour les autorités coloniales comme pour les autorités françaises, c'est perçu comme d'autant plus dangereux qu'on assiste, de leur point de vue, à une sorte d'union entre ce Parti communiste français qui a été créé en 1920 lors de la scission du Congrès de Tours et des forces qui luttent désormais pour des droits et libertés démocratiques en Algérie. Et cette conjonction-là est évidemment perçue comme très dangereuse pour la stabilité de l'ordre colonial et pour l'intégrité de l'Empire. Il y a toujours une question qui se pose, c'est le nombre d'Algériens qui ont été engagés durant la Première Guerre mondiale, 1914 jusqu'à 1918. On ne connaît pas réellement leur nombre, quel est le nombre des victimes, combien il y a eu de victimes durant cette guerre, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui étaient engagés, mobilisés de force, qui ont perdu la vie sur le champ de bataille. Oui, mais c'est juste, enfin, si, les chiffres sont maintenant relativement connus. Ils ont été établis par les historiens, mais ils étaient aussi parfaitement connus des contemporains. Je pense en particulier à Albert Sarraut, qui a été plusieurs fois ministre des colonies, plusieurs fois ministre de l'Intérieur, qui est parfaitement conscient que l'impôt du sang payé par les colonisés en général et les indigènes nord-africains, comme on le dit à l'époque, d'Algérie plus particulièrement, crée des obligations nouvelles pour la France. Et donc l'idée étant qu'il faut accorder désormais faire un certain nombre de concessions. Et en même temps, ces concessions sont pensées comme dangereuses, ce qui fait qu'au fond, la France va certes réformer quelques éléments dans la condition des indigènes, quelques éléments du code de l'indigénat, mais encore une fois, ces réformes, eu égard à ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, eu égard au sacrifice des indigènes, ces réformes sont pensées comme advenant trop tard et n'étant pas significatives. D'où une forme de radicalisation des exigences démocratiques qui vont contribuer quelques années plus tard, effectivement, à favoriser l'émergence de courants nationalistes revendiquant effectivement l'indépendance de l'Algérie notamment. Oui, justement, est-ce que cette conjoncture, est-ce que l'ordre colonial a retenu les leçons de la Première Guerre mondiale, puisqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale à partir de 1936? Est-ce que c'était dans la conjoncture était différente, mais est-ce que le mouvement nationaliste algérien a commencé à s'élaborer? Est-ce qu'il y a eu les mêmes méthodes utilisées pour le deuxième conflit mondial? Alors après 1945, pour des raisons qui sont relativement proches, là il y a un changement absolument radical de la condition des indigènes qui cessent d'être des indigènes, qui deviennent des citoyens français de l'Empire et qui désormais, au moins en droit, jouissent de l'ensemble des droits et libertés démocratiques accordés à l'ensemble de la population française. Reste que dans le cas algérien,
est mis en place ce qu'il est convenu d'appeler, ce qui s'appelle effectivement le double collège. La fonction du double collège étant, du point de vue de la représentation politique, d'organiser sur des fondements juridiques discriminatoires, d'organiser la sous-représentation des Français dits musulmans d'Algérie et la surreprésentation des Français de façon à maintenir une assemblée algérienne qui soit acquise à l'Algérie française. Et là aussi, et là encore, cela va être perçu comme une atteinte très importante portée aux droits et libertés démocratiques qui vont être accordés. À quoi s'ajoute, n'oublions pas cela, que les massacres du 8 mai 1945, qui débutent après les manifestations pacifiques qui ont lieu à Sétif et Guelma, vont, pour ceux qui se battent pour l'indépendance de l'Algérie, être la démonstration sanglante qu'il n'y a au fond pas de solution politique en Algérie pour accéder à l'indépendance et que l'ampleur des massacres qui ont été perpétrés par les autorités coloniales françaises et l'armée à l'époque vont être pensés comme la preuve qu'au fond la seule solution pour arracher l'indépendance de l'Algérie à la France sera effectivement de prendre les armes, ce qui va advenir quelques années plus tard, le 1er novembre 1954, comme chacun le sait. Oui, et la France, en France, au moins jusqu'à maintenant, ne parle pas vraiment de massacre. On ne connaît pas qu'il y a eu des massacres le 8 mai 1945. Alors il y a eu effectivement des formules contournées qui ont été utilisées par différents représentants français ou ambassadeurs de France présents en Algérie sur le fait que l'inacceptable avait été commis. Pour le moment, en effet, il n'y a pas eu de déclaration circonstanciée précise des plus hautes autorités de l'État, et je pense en particulier au chef de l'État, reconnaissant effectivement que les massacres ont été perpétrés en Algérie à partir du 8 mai 1945 à Sétif, Guelma et Kherrata sont constitutifs de crimes de guerre et plus encore constitutifs de crimes contre l'humanité. Oui, parce que vous vous rappelez, Olivier Lecourt-Grosmaison, qu'en 2010, il y avait un film de Rachid Bouchareb qui a parlé des hors-la-loi, qui a évoqué cette question du massacre du 8 mai 1945, notamment à Sétif, Guelma et Kherrata, mais qui avait soulevé tout un tollé parce que justement il a montré l'armée française tirer sur les civils. Oui, mais il y a eu aussi des documentaires importants sur les massacres du 8 mai 1945. Je pense en particulier au documentaire de Mehdi Lalaoui, l'autre 8 mai 1945, où avant que les témoins ne disparaissent, il a réussi à réaliser des entretiens avec des soldats algériens, nord-africains engagés dans l'armée française, qui ont participé à des batailles très importantes et entre autres à la libération du territoire en Italie et une partie du territoire national français et qui rentraient chez eux en Algérie découvrent qu'une partie de leur famille a été massacrée lors des massacres de Sétif, Guelma et Kherrata. Et donc ce sont des témoignages extrêmement forts qui permettent de prendre la juste mesure de ce qui a été perpétré par l'armée française avec bien sûr, faut-il le rappeler, l'aval des autorités coloniales et l'aval de la métropole. Il y a eu en France reconnaissance de la mort de Maurice Audin, qui a été à un moment donné déclaré disparu, mais l'État français qui réclame, qui reconnaisse sa responsabilité dans ce crime. Est-ce que vous pensez que cela va amener l'État français à reconnaître notre crime? Parce que côté algérien, on continue, 65 ans après le déclenchement de la guerre de libération nationale, 1er novembre 1954, de réclamer toujours que l'État français reconnaisse les crimes coloniaux. Alors, en ce qui concerne la disparition de Maurice Audin et les responsabilités de l'État français, là, Emmanuel Macron, chef de l'État, a effectivement reconnu ce qui avait été perpétré par l'armée française avec l'aval des autorités politiques à l'époque. Préciser que pour le comité Maurice Audin, pour la famille de Maurice Audin, pour Madame Audin et toutes celles et tous ceux qui militaient effectivement pour que cette disparition soit reconnue par les autorités françaises comme ayant été perpétrée effectivement par les militaires, c'est effectivement très important et c'était un pas en avant. Mais un pas en avant dont il faut rappeler immédiatement qu'il est très limité, notamment parce que le chef de l'État s'est bien gardé dans la déclaration qu'il a faite de rappeler et de citer le fait que les disparitions forcées massivement utilisées en Algérie sont désormais reconnues comme un crime contre l'humanité. Et c'est bien gardé de rappeler ceci, qu'au-delà du cas Audin,
très important évidemment, il y a eu aussi des milliers de Maurice Audin algériens dont les familles, à supposer que leurs descendants existent encore, demandent justice et éventuellement réparation. Et de ce point de vue-là, force est aussi de constater que le chef de l'État n'a absolument pas reconnu que ce qui a été perpétré par les forces armées françaises et n'a toujours rien dit au fond relativement effectivement à ces sans doute milliers ou dizaines de milliers de disparus algériens au cours de la guerre d'Algérie, donc à partir du 1er novembre 1954 et jusqu'au 19 mars 1962. Mais c'est vrai que parce que côté algérien, le dossier des disparus algériens durant la guerre de libération nationale est toujours posé. Côté algérien, on parle de 2000 à 3000 à 4000 de disparus, puisque à un moment donné, dans les années 50, l'armée coloniale française procédait à des rafles et les personnes étaient pratiquement liquidées. Il y avait des exécutions extrajudiciaires. Est-ce que vous pensez que ce dossier va avancer? Parce que maintenant, il y a une forte demande, il y a presque une demande officielle algérienne pour qu'on ouvre ce dossier. Alors, en ce qui concerne les demandes algériennes, force est quand même de constater ceci, que ce sont des demandes qui varient en fonction d'une conjoncture à la fois nationale et internationale. Nationale en Algérie, vraisemblablement, en fonction d'une conjoncture qui est celle des relations entre l'Algérie et la France. Oui. Et que la question de la reconnaissance par les plus hautes autorités françaises, exigence de l'État algérien, n'est pas toujours mis au plus haut de l'agenda politique algérien pour des raisons qui sont liées aux relations diplomatiques. Je pense que s'il y avait une pression constante des autorités algériennes sur ce dossier-là, les choses sans doute avanceraient plus vite. Hélas, il faut constater que c'est vrai pour les massacres du 17 octobre 1961, perpétrés à Paris, c'est vrai pour les massacres de Sétif, Guelma et Khairata, que les avancées sont très partielles, les avancées sont très lentes et que comparativement à d'autres anciennes puissances coloniales, la France, plus exactement les autorités françaises, se caractérisent par une pusillanimité réitérée en matière de non-reconnaissance officielle des crimes commis au cours de la colonisation en général et au cours de la colonisation de l'Algérie en particulier. Justement, il y a toujours dans ce dossier de ce qu'on peut appeler les dossiers qui sont du contentieux entre l'Algérie et la France, la question des archives. Jusqu'à maintenant, les Algériens continuent à réclamer les archives. Quand les Français, on estime que c'est des archives de souveraineté, ils ne peuvent plus être restitués. Est-ce que c'est vrai qu'on ne peut pas restituer ce genre d'archives? Quel est le meilleur moyen pour un État qui a été colonisé pendant 132 ans de restituer ou de reprendre ces archives? Alors, il y a des problèmes de restitution qui peuvent concerner d'autres dossiers que la question des archives. Mais pour ce qui est des revendications qui sont celles d'un certain nombre d'associations en France, de partis politiques, d'organisations syndicales et d'associations de défense des droits de l'homme, c'est vrai pour les massacres du 17 octobre 1961 notamment, est exigée l'ouverture de toutes les archives en France de façon à pouvoir mieux connaître quelle a été la chaîne de décision, qui a été impliqué, à quel degré. Et donc en France, en effet, la question est moins celle de la restitution d'un certain nombre d'archives aux autorités algériennes que celle de l'ouverture des archives françaises relativement à un certain nombre de crimes et de massacres commis soit en métropole, soit dans l'Empire français et en Algérie française plus exactement. Oui, les archives, il y a une bonne partie des archives qui n'ont pas encore été ouvertes. Alors, certaines archives ne sont pas ouvertes en raison de dispositions d'accès aux archives qui ont été durcies au cours de ces dernières années. Et là aussi, rappeler que comparativement à d'autres pays comme la Grande-Bretagne et les États-Unis, les dispositions relatives à l'accès aux archives en France sont parmi les plus restrictives. On revient à votre dernier livre, Olivier Le Courgrand-Maison. Ennemis mortels, vous les mettez entre guillemets. Qui sont ces ennemis mortels ? Alors, le titre principal est effectivement Ennemis mortels. C'est entre guillemets parce que c'était une citation. Le sous-titre est très important parce que le sous-titre de ce dernier livre qui vient d'être publié par les éditions de la Découverte en octobre 2019 est représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Oui. Et donc, le cœur de cet ouvrage est une étude de ce que j'appelle la construction, l'émergence
et la diffusion d'une islamophobie savante à la fin du 19e et au début du 20e siècle, qui a eu une influence extrêmement importante pendant l'entre-deux-guerres et qui permet, entre autres, pas complètement, mais entre autres, de comprendre aussi les raisons pour lesquelles nous sommes aujourd'hui en France confrontés, là aussi et là encore, à une islamophobie élitaire, c'est-à-dire assumée par une partie du personnel politique, par un nombre de médias significatifs, et aussi par un certain nombre d'éditorialistes, de philosophes et parfois même d'universitaires. Donc il y a tout un héritage par rapport à cette question, cette représentation de l'islam, de ce regard sur l'islam, parce qu'actuellement il y a un débat qui revient en France sur la question du voile, de la laïcité. Est-ce que c'est un peu lié à cet héritage, à ce regard qu'on a sur la religion? Oui, il y a des filiations tout à fait significatives. Et rappelez que les premières opérations de dévoilement un peu importantes qui ont eu lieu en Algérie, ont eu lieu le 16 mai 1958, à l'initiative de Madame Massu et de Madame Salan. Pour le dire en ces termes, pendant que leurs maris commandaient leurs hommes, lesquels commettaient disparition forcée, exécution extrajudiciaire et torture, Madame Salan et Madame Massu ont organisé, tout près de la place du gouvernorat à Alger, le dévoilement d'un certain nombre de jeunes femmes algériennes. Ouais. Donc c'est lié, disons, à un certain regard, pas uniquement politique, mais même par un héritage colonial aussi. C'est à la fois un regard savant, c'est un regard politique, et il y a effectivement aussi des mécanismes, pour le dire ainsi, de transmission, de filiation entre ce passé colonial et l'actualité présente en France, notamment sur la question du voile, avec des discours qui, en matière d'islamophobie, se sont considérablement radicalisés ces derniers temps. Mais quand vous entendez Éric Zemmour, par exemple, qui est polémiste, chroniqueur, parler de l'islam, comment vous réagissez à ça? Quand je disais à l'instant radicalisation des discours islamophobes en France, je pensais évidemment à lui. Et rappelez que Éric Zemmour a été condamné par 2 fois pour incitation à la haine raciale, et qu'en dépit de ces 2 condamnations, il a été récemment embauché, notamment par la chaîne CNews, et qu'il peut continuer donc à avoir un libre accès à un média très important, ce qui, de mon point de vue, est évidemment tout à fait singulier et témoigne au fond d'un double discours et d'une tolérance. On en a désormais la preuve très importante à l'endroit des discours islamophobes, y compris les plus radicaux. Est-ce qu'il y a 2 poids, 2 mesures, justement? Ah oui, le cas d'Éric Zemmour prouve qu'il y a effectivement 2 poids, 2 mesures. Oui. Merci beaucoup Olivier Lecourt-Grosmaison, vous êtes politiste comme vous le dites, historien universitaire, vous êtes au Salon international du livre d'Alger. On vous libère parce que vous avez une conférence tout à l'heure sur l'Algérie en 1919. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions La Découverte à Paris Ennemi mortel, représentation de l'islam et politique musulmane en France à l'époque coloniale. Peut-être que le livre sera réédité en Algérie cette année ou l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci mes amis de nous avoir suivis. On se retrouvera avec notre débat ici au Salon international du livre d'Alger. Au revoir.